Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons ce vendredi 10 octobre. Le prince Albert II poursuit son combat pour la préservation des océans. Le souverain s'est rendu en Grèce, dans l'archipel des Sporades, un refuge pour le phoque moine en danger d'extinction. Vous l'entendrez dans ce journal. Après son exploit hier, Valentin Vachereau se prépare à affronter demain en demi-finale du Masters 1000 de Shanghai l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, Novak Djokovic. Dans quel état d'esprit le Monégasque est-il à quelques heures de la confrontation? Il se confiera dans quelques minutes. La principauté a réaffirmé aujourd'hui son engagement auprès du Comité international de la Croix-Rouge qui œuvre auprès des populations en détresse, victimes des conflits armés. Nous serons en duplex avec sa présidente Mirjana Spoljaric. Notre troisième invité s'est penché sur un thème on ne peut plus d'actualité, la situation de la France et ses perspectives. En marge d'une conférence donnée à Monaco, l'ancien ministre et actuel maire de Troyes nous livrera son point de vue alors que le pays voisin traverse une crise politique sans précédent. Le prince Albert II était en Grèce ces 2 derniers jours dans le cadre de la mission Méditerranée des explorations de Monaco. Comme l'explique le souverain, ce voyage dans l'archipel des Sporades a pour but d'intensifier la protection de nos océans. Lorsque nous avons relancé cette idée de renouer avec les explorations, c'était pour se reconnecter un petit peu à l'histoire, puisque le prince Albert Ier avait lancé lui-même quelques 28 expéditions. Et ce qui est important, c'est d'alerter, de sensibiliser et puis aussi de mettre en place différentes règles, différentes pratiques pour qu'il y ait une adhésion autour de ce concept de protection, bien sûr avec l'aide des scientifiques et bien sûr avec des informations, des relevés scientifiques et des observations qui soient le plus précises possible. Je suis très heureux que pour prendre l'exemple du phoque moine, qu'on ait pu, grâce à toutes les entités qui sont avec nous, qu'on ait pu vraiment aider à ce que les populations de phoques moines en Méditerranée, il n'y a que 1000 individus sur la planète, donc c'est une population fragile et donc il faut continuer ces efforts encore sur plusieurs années. Mais bien sûr qu'il y aura d'autres programmes et d'autres espèces à protéger à l'avenir. Des propos recueillis par Océane Gasqui et Maëva Bardi des explorations de Monaco. Et on rappelle l'ambition forte affichée par la principauté, atteindre 30% d'aires marines protégées en Méditerranée d'ici 2030. Ouvrons une page sport à présent. En plein rêve, il réalise en ce moment le meilleur tournoi de sa carrière. Valentin Vachereau enchaîne les exploits au Masters 1000 de Shanghai. En venant à bout d'Holger Rune, hier, il a décroché son ticket pour la demi-finale et s'apprête à défier un géant, le Serbe Novak Djokovic. Le Monégasque est en ligne avec nous. Bonsoir Valentin Vachereau. Bonsoir. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est juste incroyable. Remporter 7 matchs consécutifs depuis les qualifications pour atteindre les demi-finales d'un Masters 1000, une première pour un Monégasque. Comment vous vivez les choses? Est-ce que vous réalisez? Oui, c'est vrai, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Est-ce que je réalise? Je pense que pendant que je suis encore un peu dans la bulle du tournoi, pas trop, même si c'est vrai que ces 2 dernières victoires, déjà celle au tour d'avant, en 8e de finale face à Grexpor, m'a fait déjà réaliser beaucoup. Et puis oui, c'est vrai que la dernière encore plus. Ça fait quand même beaucoup de bruit et c'est vrai qu'émotionnellement et beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc c'est vraiment génial. Ouais. Demain, vous allez affronter une légende, Novak Djokovic. Comment vous vous sentez, aussi bien mentalement que physiquement? Comment on se prépare à un tel match? Oui, la première des choses, c'est je suis très surpris de mon physique tout ce tournoi. Je pense que c'est la première des raisons à laquelle je réussis à arriver en demi-finale. J'ai l'impression d'un petit peu voler sur le terrain. Mes jambes sont parfaites, je bouge très bien, j'ai mal nulle part, j'ai toujours pas eu une crampe. Alors que, comme on l'a pu voir au dernier tour, on va dire que la bataille, je l'ai aussi gagnée physiquement sur cette fin de match. Donc tout est ouvert pour demain et c'est juste c'est un mini rêve de pouvoir affronter Novak Djokovic. Comme je l'ai dit dans beaucoup de médias déjà, j'ai raté Federer et Nadal qui ont arrêté leur carrière, on va dire, très vite par rapport à la mienne qui a commencé il y a pas longtemps. Et on sait que Djokovic, il va plus jouer, il va pas non plus jouer encore 5-6 ans. Donc très content d'avoir au moins une chance de jouer contre lui et j'espère que ça tournera en ma faveur.
En tout cas, tout le peuple monégasque est avec vous. Vous ressentez cette ferveur, ce soutien? Ouais, non, ça par contre de ce côté-là, c'est full. Entre les notifications, tout ça, j'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que toutes les personnes à Monaco, tout ça, je prends le temps de répondre parce que bah, je sais que c'est vraiment spécial pour tout un pays, pour le Monte Carlo Country Club, pour notre fédération. Je reçois énormément de messages, mais même déjà toute l'année, quand je suis un peu sur le circuit de partout, quand j'ai des bons résultats, même si évidemment c'est très loin de ce que je réalise ici, je reçois déjà beaucoup de messages parce que c'est un petit pays, on n'est pas beaucoup d'athlètes et on n'est que 4 joueurs pour la fédération monégasque. Mais c'est vrai que là, ça fait chaud au cœur, ça fait très plaisir et on peut pas se mentir, hein, j'y pense aussi sur le cours, ça me donne un gros coup de boost juste de penser à ça, de savoir que j'ai beaucoup de personnes derrière moi. Donc très content de faire ça, bon, pour moi en premier, mais aussi pour tout le monde. On sera tous encore derrière vous demain. Merci beaucoup Valentin Vachereau et on vous souhaite un très bon match avec la victoire au bout, on l'espère. Merci beaucoup, merci à vous. Autre victoire en Euroleague pour la Roca Team hier soir. Les joueurs de Vassilis Spanoulis se sont relancés sur la scène européenne en s'imposant in extremis sur le parquet de Milan, 82-79. Il s'agit du premier succès pour les Monégasques à l'extérieur et ils le doivent en très grande partie à la ténacité de leur intérieur allemand Daniel Thys. Prochain rendez-vous pour les Rouges et Blancs dimanche sur le parquet du champion de France parisien. Dans le reste de l'actualité, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge est en visite officielle à Monaco. Cette institution, dont le siège est à Genève, accompagne les personnes dont la vie a été bouleversée par un conflit armé. Aujourd'hui, il était question d'un nouvel engagement. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Organisation humanitaire d'envergure mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge est présent dans plus de 90 pays, y compris Monaco, qui répond à ces appels. Ici, le siège de la Croix-Rouge monégasque accueille la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, l'occasion d'aborder le travail de Monaco dans les zones de conflit. C'est compliqué pour une petite Croix-Rouge d'être présente dans des zones de conflit parce que ça met la sécurité de notre staff à risque. On a eu un événement où nos équipes sur un navire qui faisait du recueil de migrants a été attaquée. Donc on a eu même au niveau de la Croix-Rouge monégasque, qui est une petite Croix-Rouge, des problèmes de sécurité de notre staff avec des tirs qui ont été échangés sur le navire. Et on veut discuter avec le CICR la possibilité de mettre nos équipes à disposition du CICR avec une première employée de la Croix-Rouge monégasque qui pourrait partir sur des missions longues auprès du CICR. Cette visite intervient aussi dans le cadre du renouvellement de l'accord de financement au bénéfice du Comité international de la Croix-Rouge, une signature qui reflète l'engagement de Monaco auprès de l'organisation. Nous croyons dans les valeurs que le CICR porte, sur sa façon d'agir sur le terrain. Et donc ce sont des messages que nous pouvons transmettre à d'autres. C'est pour cela aussi que nous avons rejoint l'initiative qui vise à regalvaniser le soutien en faveur du droit international humanitaire, parce que nous aussi on peut apporter notre pierre à l'édifice, on peut soit développer des projets pour aider à expliquer ce qu'est le fameux droit de la guerre et en quoi cela consiste. On peut financer des actions du CICR, mais on peut aussi parler comme n'importe quel autre État, dans des instances pour défendre ses valeurs. La Croix-Rouge monégasque voit son nombre de bénévoles augmenter d'année en année pour renforcer l'action du Comité international de la Croix-Rouge. Et nous accueillons tout de suite la présidente du Comité international de la Croix-Rouge. Bonsoir Mirjana Spoljaric. Merci de nous accorder un moment à l'occasion de votre déplacement en principauté. Bonsoir. Cela a été évoqué dans le reportage que nous venons de visionner. Le temps fort de cette visite était cette signature officialisant le renouvellement de l'accord de financement de Monaco au bénéfice du CICR. Qu'est-ce que cet accord précisément? C'est un accord qui comprend les prochains 3 ans, mais la coopération entre le CICR, le Comité international et la Croix-Rouge et le Monaco date depuis très longtemps. Nous avons un partenariat très élaboré dans le domaine de la promotion du droit international humanitaire, donc des règles de guerre,
Nous travaillons ensemble dans des contextes spécifiques en Afrique, mais aussi à Gaza. Et puis, nous bénéficions d'un soutien de principe du Monaco pour la neutralité et l'indépendance du comité international dans des situations de conflit qui est extrêmement important pour nous. Et je me réjouis de cette coopération. Ici, on parle d'un accord financier, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un accord financier qui est non fléché, ce qui est important, et qui est prévisible. C'est une contribution à nos financements de haute qualité dans la mesure où ça nous permet d'intervenir dans des situations de crise quand les gens affectés par des crises ont le plus besoin de notre intervention. Donc nous ne sommes pas pressés à expliquer pourquoi nous devons faire telle et telle intervention, mais nous avons la confiance du gouvernement et des autorités à Monaco par rapport à notre manière de travailler. Quelles ont été les grandes thématiques abordées lors de cette journée de travail aux côtés du prince souverain? Nous avons parlé de l'importance de l'état de droit, du respect du droit international et certainement du droit international humanitaire. Nous voyons autour du monde une croissance des conflits armés non étatiques, mais aussi des conflits armés entre États. Et ça, c'est le moment où il faut se rappeler qu'il y a des conventions qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont défini les règles que toutes les parties au conflit doivent respecter dans une situation de conflit. Et ces règles restent en valeur, restent en vigueur et ils doivent être mieux respectées dans le futur. Est-ce que vous pouvez rappeler les principales missions de l'institution et ses terrains d'intervention? Nous travaillons avec non seulement les autorités à Monaco, mais nous travaillons aussi avec la Croix-Rouge, un autre partenaire essentiel pour nous. Et avec ces partenaires, nous travaillons par exemple en Burkina Faso, comme j'ai dit, à Gaza, en République démocratique au Congo, mais aussi à travers nos interventions diplomatiques en faveur de la promotion du droit international humanitaire. Impossible de ne pas évoquer avec vous cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Une mission délicate attend toutes les équipes à présent. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est crucial. Nous avons demandé un cessez-le-feu depuis longue date parce que nous savons, à travers notre propre expérience et coopération avec les deux côtés, aussi en ce qui concerne la libération des otages et le retour des détenus, que ça ne va pas sans cessez-le-feu. Il faut que ce cessez-le-feu maintenant perdure, qu'il ne s'arrête pas, qu'il n'y a aucune reprise des hostilités parce qu'il s'agit vraiment de revenir à une situation où les civils peuvent retourner à une normalité qui leur permet de vivre en dignité. Mais ce qui est aussi extrêmement important, c'est que les otages puissent revenir chez leurs familles qui les attendent depuis 2 ans. Et on connaît les souffrances des deux côtés et il faut que ça arrête. Il faut que nous puissions aider aux populations qui ont besoin de nous. Merci beaucoup Mirjana Spoljaric pour votre intervention sur Monaco Info. Merci à vous. Et ce matin, juste avant la venue de la présidente du CICR au siège de la Croix-Rouge monégasque, une première rencontre a eu lieu, celle entre les conseils d'administration de l'Amicale des donneurs de sang de Monaco et de l'Association des donneurs de sang de Molise en Italie. L'objectif, valider le jumelage entre les deux entités. Je vous propose d'écouter la présidente de l'Amicale des donneurs de sang de Monaco au micro de Fabien Bonilla. En 2023, l'Amicale des donneurs de sang a offert, par le biais de la Fédération internationale des donneurs de sang, l'unité de prélèvement à la vis de la province de Molise, qui est une province qui manquait un petit peu, si vous voulez, d'infrastructures. Et par rapport à ça, le président Messaro, que vous avez vu, nous a proposé un jumelage entre sa région, la vis de Molise et Monaco. Nous allons unifier nos efforts pour la promotion du don du sang, la sensibilisation de la population au don du sang, et puis certains colloques qui peuvent intéresser les donneurs sur
les aspects différents de la transfusion sanguine. Ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en France et actuel maire de Troyes, François Baroin est en principauté pour une conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation. Nous retrouvons l'homme politique au One Monte Carlo. Bonsoir François Baroin. Bonsoir. Vous êtes à Monaco pour une conférence intitulée « Situation de la France et ses perspectives ». Impossible donc de ne pas évoquer la crise politique actuelle. La situation évolue d'heure en heure. Vous adaptez par conséquent votre discours également ? Il faut reconnaître que cette conférence était programmée depuis plusieurs mois et que le thème choisi est fortement d'actualité. Je ne sais pas par quel procédé mystérieux les organisateurs ont eu cette lucidité et ce coup de génie de le faire dans cette semaine folle et qui est historique pour le pays. On s'adapte, on regarde évidemment ce qui se passe, les différentes options qui sont sur la table et le cadre général de la possibilité de définir, si ce n'est une majorité, en tout cas une neutralité pour avoir un budget, ou alors si on s'oriente vers une accélération d'un choix qui poussera à la dissolution. Plusieurs scénarios sont toujours possibles, dissolution de l'Assemblée nationale, démission du président. Qu'est-ce qui est le plus probable selon vous ? La démission, je n'y crois pas et pour vous dire les choses, je ne le souhaite pas. L'institution présidentielle est la clé de voûte du fonctionnement de l'organisation des pouvoirs publics dans notre pays depuis le général de Gaulle en 1958. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas Emmanuel Macron, moi je suis inscrit dans un parti qui s'oppose à Emmanuel Macron depuis sa première élection. J'étais même le leader de la droite et du centre législative au lendemain de sa première élection. J'ai combattu un certain nombre d'options, mais je dois à la vérité de dire que l'intérêt supérieur du pays commande que qu'il veuille ou pas démissionner, qu'il doive ou pas démissionner, il ne doit pas démissionner pour préserver cette institution. Le plus sûr, compte tenu de l'extrême vapeur qui pousse dans notre pays et de la pression énorme qu'il y a un peu partout et d'interrogation et du ras-le-bol des Français et de la saturation à l'égard de ce vaudeville qui est proposé, orientera probablement vers une dissolution de l'Assemblée nationale, une parole redonnée au peuple et une capacité pour les Français de dire ce qu'ils veulent comme configuration de l'Assemblée nationale. Il a encore une option qui est évidemment de nommer un nouveau Premier ministre et de tenter quelque chose, mais ce quelque chose ne doit pas être pris au prix d'un sacrifice des derniers fondamentaux qui tiennent vis-à-vis des investisseurs, des marchés financiers, de ceux qui nous prêtent l'argent pour financer notre dette qui est énorme, pour financer les retraites des fonctionnaires ou des Français, pour financer les traitements des fonctionnaires ou de l'activité économique. Et une remise en cause de la réforme des retraites, si c'est le prix à payer, serait sûrement un élément déclencheur d'une crise financière qui s'ajouterait à une crise sociale et évidemment à une crise politique qui est sous nos yeux. Et qu'attendez-vous du nouveau Premier ministre? Est-ce que d'ailleurs c'est un poste qui aurait pu vous intéresser? Je rappelle que vous étiez pressenti comme possible candidat à la présidentielle de 2022, mais vous y avez renoncé officiellement. Oui, alors, mon nom doit faire partie de ceux qui ont été le plus cités au cours de ces 10 dernières années. Ça me fait plutôt sourire. Je ne suis plus dans le débat public quotidien volontairement. J'ai fait un choix de me confronter à l'exercice du privé et j'ai conservé mon ancrage local avec la mairie de Troyes. Mais je regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le pays, avec beaucoup d'inquiétude aussi, avec beaucoup d'angoisse. Cette responsabilité, au fond, ne peut pas intéresser, me semble-t-il, des responsables qui se projettent vers la préparation de l'alternance, ce qui est mon cas. Et la grande affaire n'est pas tellement de savoir qui va être à Matignon, pour quelle politique et préparer quel budget dans une forme de très grande rapidité de calendrier, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. Je rappelle que le texte doit être discuté de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, mais plutôt de voir quel est l'état du pays à la fin de ce mandat Macron et quels sont les enjeux essentiels pour éviter une aventure pour le pays compte tenu des deux blocs qui se font face aujourd'hui. Vous l'avez dit, vous avez souhaité donc vous concentrer sur votre rôle d'élu local. À ce sujet, vous avez fêté il y a quelques mois un anniversaire, vos 30 ans à la tête de la mairie de Troyes en 95. Est-ce que vous imaginiez une telle longévité ? Non, j'avais même avec beaucoup d'imprudence expliqué que j'avais du mal à imaginer que quelqu'un qui était né avec mon premier mandat puisse devenir un votant 18 ans plus tard. Ça fait partie de l'expérience. Au fond, cette responsabilité locale correspond le plus et le mieux à l'idée que je me faisais de la politique avant d'y rentrer. C'est la protection du coin de la rue, c'est la politique de proximité, c'est l'écoute des gens. Et il y a quelque chose de très satisfaisant à conserver cet ancrage local. C'est celui, au fond, qui me plaît le plus. Et vous qui êtes justement proche des gens et très apprécié, est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol général ? Je comprends parfaitement quel est le Français qui peut être fier du spectacle qui est proposé par leurs élites politiques au niveau national. Je ne crois pas qu'on soit dans une crise de régime. Je crois que c'est la manière dont le régime
est dirigé qui aujourd'hui pose problème. Je ne vois pas pourquoi, pour la prochaine élection présidentielle, un président de la République démocratiquement élu ne pourrait pas avoir une majorité à l'Assemblée nationale 3 semaines plus tard. Donc je pense qu'on peut remettre d'une certaine manière l'Église au cœur du village et la place de nos institutions au cœur d'une République qui est vigoureuse et qui est un bon système institutionnel. Merci beaucoup François Baroin pour Merci. votre intervention sur notre antenne. En bref, Monaco This is Power a tenu hier son dîner caritatif annuel. Au Yacht Club de Monaco, la présidente de l'association, Muriel Nathalie Laure, a reçu le prince Albert II et de nombreux invités dans le but de collecter des fonds qui permettront d'aider les enfants et les adultes atteints de handicap physiques ou mentaux. Pour clore ce 19h, direction l'atelier des ballets de Monte-Carlo qui a ouvert ses portes hier soir à un public privilégié. Dans le cadre des premiers imprévus de la nouvelle saison, quelques chanceux ont vécu une expérience unique. Au cœur du processus créatif et de la vie de la compagnie, des soirées intimistes qui permettent en fait d'assister aux répétitions au plus près des danseurs. José Sacré, Camille Caloni et Clélia Renaud. Les imprévus des ballets de Monte-Carlo, c'est une expérience exceptionnelle réservée à un public restreint qui, à quelques mètres des danseurs, assiste à une séance de travail en préparation du prochain spectacle de la compagnie. Au programme de ces imprévus du 9 octobre, See You de Paul Lightfoot et Hermann Schmermann, un ballet emblématique de William Forsythe, remonté par Stéphanie Hand et José Carlos Blanca. Une des premières pièces qu'il a fait, qui est une rupture fondamentale dans l'art de la danse. Moi, je dis toujours, c'est un peu l'équivalent des Demoiselles d'Avignon en peinture. C'est vraiment, à partir de cette date-là, à partir de ce spectacle-là, la danse académique est rentrée dans une forme de contemporanéité dont elle n'est maintenant plus sortie. Et c'est ce qui vraiment rend cette œuvre assez exceptionnelle. Deuxième pièce au programme, See You, une création de Paul Lightfoot qui fut notamment directeur du Netherlands Dance Theatre. C'est un garçon qui travaillait toujours en duo avec sa chère et tendre qui s'appelle Sol Léon. Et on les connaît vraiment comme des chorégraphes, un chorégraphe binôme. Et là, je lui ai posé un défi. Je lui ai dit, écoute, tu viens tout seul et tu vas faire une création tout seul pour une fois. Donc je l'ai amputé de la moitié de la personne avec qui d'habitude il crée. Et juste pour le mettre dans une situation un peu particulière, celle de notre anniversaire, une prise de risque pour lui. Et de ce que j'ai vu, la prise de risque est plutôt positive. Ces deux ballets, See You de Paul Lightfoot et Hermann Schmermann de William Forsythe, seront présentés à la salle Garnier du 23 au 26 octobre. Sur cette parenthèse artistique, cette édition touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, vous allez voir défiler les photos des plus belles affiches qui ont opposé la Roca Team au Paris Basketball. Des clichés souvenirs qui opposaient les deux meilleures équipes françaises ces dernières années et qui se retrouveront dimanche en championnat de France. À venir, votre météo présentée par Théo Schumer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Belle soirée à tous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce week-end pour vos prévisions météo. Des prévisions idéales avec de magnifiques rayons de soleil matin, midi et soir sur tout le territoire. Et puis des températures également très douces. Vous l'avez remarqué déjà aujourd'hui, on a atteint 24 degrés à l'ombre. Et demain, il faudra compter 21 en matinée et jusqu'à 23 l'après-midi. Ce samedi, nous souhaiterons une bonne fête à tous les firmins. Et puis ce sera la journée internationale de la fille, une date déclarée par les Nations Unies en 2011 afin de reconnaître les droits mais aussi les difficultés auxquelles font face beaucoup de jeunes filles et d'adolescentes à travers le monde en raison de leur sexe. Un sujet qu'abordera Sarah Nkari à 19h dans son journal. Excellente soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.